C'est presque impossible de ne pas tomber dans certains biais. Et je vais parler de moi-même si je tombe dans certains biais et comment j'ai fait pour les éviter. OK? Et quelles sont les astuces que je donne à mes clients pour éviter ces types de biais. J'ai déjà trouvé tous les types de biais que vous pouvez imaginer chez mes clients, les gens qui j'aide à faire des investissements. OK? Du coup, on va passer sur les principaux biais ici. Les biais d'aversion au risque. La règle basique déjà, c'est que vous devez dormir tranquille avec l'investissement de votre portefeuille. J'ai déjà eu un collègue qui a investi, c'est un collègue qui a travaillé avec moi, je ne vais pas donner les noms, mais qui investissait sur les crypto-monnaies, je pense que c'est encore le cas. Et en fait, il ne dormait pas tranquille avec l'investissement sur les crypto-monnaies parce que ça bouge tous les temps, etc. Écoute, peut-être il allait dormir tranquille avec les cryptos. Ce n'est pas la faute des crypto-monnaies. C'est son problème s'il ne dort pas avec son investissement. Donc, à la place de mettre 500 euros, 1000 euros par mois, il pouvait mettre 100 euros ou 50 euros. Comme ça, il allait dormir tranquille. Donc, il faut toujours avoir un biais de long terme. Et pour diminuer la probabilité de bouger l'argent tous les temps ou ne pas dormir tranquille avec les investissements, vous devez toujours penser à long terme. Et du coup, quel est le montant que vous pouvez investir par mois pendant 10 ans sans que vous ayez besoin de cet argent? C'est ça la question que vous devez poser maintenant et vous allez écrire aussi dans votre cahier, dans votre papier ou la note que vous faites sur votre portable maintenant. Quel est le montant que vous pouvez investir chaque mois que vous imaginez, que vous pouvez mettre à côté? J'ai une remarque à faire aussi. Si vous avez par exemple 300 euros à mettre à côté chaque mois, on va dire qu'à la fin de mois, chaque mois, vous voyez que vous avez 300 euros qui est à côté et que vous n'utilisez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez investir dans la bourse les 300 euros. Peut-être vous allez en fait épargner pour acheter quelque chose, pour voyager. Ok? Donc il faut être cohérent ici. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui reste à chaque mois, c'est l'argent que vous allez investir. Peut-être ça va être un peu moins. Ok? Donc, pour éviter les biais d'aversion risque et ne pas dormir tranquille, parce qu'en fait, on investit pour notre futur, pour être tranquille. Si ça c'est fait d'une façon qu'on ne peut pas dormir, quoi, bah ça sert à rien. Ok? On va planifier notre futur, notre retraite, et on doit être tranquille avec ça. Donc, c'est l'argent que vous pouvez investir chaque mois, que vous n'allez pas avoir besoin pendant les 10 prochaines années. Je vais vous montrer pourquoi la valeur 10 tout à l'heure. C'est pas par hasard. Hein? C'est pas par hasard. La valeur 10 ans là, c'est pas fait exprès là, ça pourrait être 8, 9, 10, 11. Non, mais j'ai mis 10 là parce qu'il y a quelque chose d'important tout de suite qu'on verra. Le deuxième biais, c'est d'aversion perte. C'est quoi les biais d'aversion perte? Ne coupez pas très tôt les gains. N'acceptez une perte de plus de 20% sans agir. C'est un des biais que je trouve les plus, surtout les gens qui investissent à beaucoup de temps. C'est difficile pour certains d'accepter qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais vous devez accepter que quand on va investir dans la bourse, surtout avec une gestion active, que c'est celle qu'on va acheter en action indirecte, pour ceux qui vont investir avec un ETF, c'est un panier d'actions avec beaucoup d'actions, donc ça va, c'est plus tranquille, plus safe. Mais pour ceux qui vont acheter des actions indirectes, il y a beaucoup de gens qui regardent l'action faire moins 25, moins 30%, moins 35, moins 40, moins 50, et ils font rien. C'est normal d'avoir des sociétés perdantes dans les portefeuilles, quelques-unes. L'important, c'est que dans la majorité des cas, on puisse choisir des actions gagnantes. Du coup, on doit agir. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous avez 100 euros sur une action. Si elle tombe à 80 euros, ça veut dire que vous avez perdu 20%. Pour qu'elle arrive à 100 euros à nouveau, vous avez besoin d'une augmentation de 25%. Ce n'est pas 20% d'augmentation qui va ramener cet argent à 100 euros à nouveau. C'est 25%. Du coup, il y a une asymétrie des gains et pertes. Ça veut dire que quand on va perdre de l'argent, il faut qu'on gagne encore plus pour rattraper la perte. C'est pour ça qu'avec moins 15 ou moins 20%, on doit arriver à une conclusion. Soit on va renforcer, acheter un peu plus de cet actif pour diminuer notre perte. Et en fait, ça va diminuer notre prix moyen et en fait, on va diminuer la perte. La perte qui pourrait être des 20% va être des moins 12 ou moins 13. Ça dépend combien on va renforcer. Soit simplement, on va accepter qu'on a perdu et on va en fait changer cette action par une autre qu'on pense qui va rattraper cette perte plus rapidement. Vous allez être d'accord avec moi parce que si une société elle va perdre 30 ou 40%, normalement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est beaucoup mieux de mettre à côté sur une nouvelle opportunité. Mais aussi, il y a certains cas que je pense que les marchés ils exagèrent dans les chutes, comme c'était le cas de la chute de Louis Vuitton et Kering, ça fait pas longtemps. Je trouve que les marchés a fait les actions chuter 25, 20% et je trouve qu'il était exagéré, une chute de 15 ou 10%, ça va. Mais parfois, on trouve des opportunités avec les chutes du marché aussi. Donc, évitez l'aversion aux pertes.
à moins 15 ou moins 20, notez là, à moins 15 ou moins 20, vous devez agir, vous devez faire quelque chose. Mais faire rien, c'est une des pires choses que vous pouvez faire. Il y a un des gérants des fonds d'investissement français, un des meilleurs investisseurs de l'histoire de la France, William Egons. Il fait ça avec son fonds d'investissement. À chaque fois qu'une action qu'il a choisie fait moins 15 ou moins 20, il vend l'action sans trop réfléchir, surtout s'il analyse les fondamentaux de la société, les ratios financiers, et la société, en fait, elle a perdu un peu de son chiffre d'affaires ou des marges, elle est endettée, il accepte la perte, il change rapidement de société. Ok? C'est beaucoup mieux d'allouer cet argent sur une autre ou des autres nouvelles sociétés que vous croyez beaucoup, que de rester en train de regarder. Il faut accepter qu'on n'est pas les PDG, on ne peut pas remplacer tous les employés de certaines sociétés. L'excès d'optimisme, statistiquement, c'est impossible d'être gagnant 100% du temps. Vous allez faire un portefeuille d'actions ou vous allez avoir un ETF, qui c'est un panier d'actions, avec par exemple les 40 plus grosses sociétés de marché français. C'est impossible que les 40 sociétés puissent gagner tous les temps, du coup c'est normal. Il y a aussi des spéculations de court terme parmi les investissements de long terme. Nous, on envisage notre retraite, notre liberté financière. Mais quotidiennement, il y a des gens qui vont faire des négociations dans la bourse et du coup, c'est normal que l'action peut chuter 1%, 2%, l'autre jour va monter 3 ou 4. Du coup, c'est impossible d'avoir des actions gagnantes tous les temps dans les portefeuilles. Même à long terme, après une année, peut-être il y a une société qui ne va pas bien performer. Je vais vous donner un exemple pour jamais oublier. Monster Beverages, vous savez, la marque des boissons énergétiques concurrentes de Red Bull. Cette société, c'était la société qui a fait 10 000% de rentabilité les plus rapidement possible dans l'histoire de la bourse. En 8 ans et demi, ils ont fait 10 000%. C'est la même chose qui multiplie 100 fois l'argent investi. Donc, quelqu'un qui a investi en 1000 $ au début avec cette action, il a terminé avec 100 000 $. Pendant ces 8 ans et demi, l'action a chuté plus de 50% 2 fois, elle a chuté plus de 30% 6 fois, elle a chuté plus de 20% 8 fois. Du coup, ça ne veut pas dire simplement que certaines actions vont chuter, qu'on doit vendre automatiquement, mais on doit analyser les contextes. Et aussi, même les sociétés gagnantes, elles peuvent être perdantes pendant un trimestre, pendant 2 trimestres. Les résultats ne peuvent pas être trop positifs. Imaginez Air Liquide, par exemple, une excellente société de marché français. Ce n'est pas de tous les trimestres qu'elle va faire augmenter les chiffres d'affaires, la recette, etc. Il y a certains trimestres qui les résultats sont stables. OK? Les biais du status quo. Ne restez pas coincé avec un actif si vous croyez qu'un autre actif a plus de potentiel. Il y a beaucoup d'investisseurs qui insistent sur une action qui ne remporte plus rien ou qu'en fait la société va pas avoir d'innovation, nouveaux produits, nouveaux services. Okay? C'est en fait un peu ce qu'une grosse partie d'investisseurs font avec les investissements sur Orange ou des autres sociétés du CAC 40 qui sont des grandes sociétés qui ont une bonne partie de marché, mais ça fait plusieurs années en fait qu'elles essayent de donner des bons résultats et ils ne donnent pas. Donc, vous pouvez diminuer les poids des sociétés dans des portefeuilles, placer sur des autres sociétés qui peuvent avoir un potentiel plus élevé ou pour diversifier un peu plus. Ne restez pas coincé avec une société, vous n'êtes pas marié avec une société, l'argent il n'a pas d'étiquette. Si vous gagnez 100 €, 1000 € avec l'action A ou avec l'action B, on s'en fout. L'objectif final, c'est d'être partenaire des belles sociétés dans la bourse pour que ce type de société puisse livrer de la rentabilité, de la recette, des dividendes, de la croissance, du cours de l'action pour qu'on puisse gagner ensemble. On n'est pas marié avec des sociétés qui ne vont pas performer bien. On veut rester avec celles qui vont performer bien. Ne pas rester coincé. OK? Les biais d'autodattribution. L'effet d'obtenir des bons résultats très tôt, ça donne une grande illusion de contrôle. Ça, c'était classique après la crise de 2020. Tout le monde qui a mis de l'argent après la crise, les marchés, les montés, c'est normal, c'est récupéré de la crise. Tout le monde pensait qu'il était un génie de la bourse. Tout le monde a gagné, tout le monde a mis l'argent sur beaucoup des biotech, des sociétés de biotechnologie qui ne savaient même pas ce que ces sociétés faisaient dans les marchés. Si on demande à cette société fait quel type de produits et services, la personne ne savait même pas répondre, mais la société a fait 200%, 300%, 400% de rentabilité. Bon, après quelques trimestres, la société a chuté 70%, 80%. Du coup, tombez pas dans la piège, en fait, de faire des bons résultats au début, pensez que vous êtes un génie. Il y a même sur les forums Facebook qu'on voyait qui disaient que Warren Buffett et Peter Lynch, les plus importants investisseurs de l'histoire, ils étaient déjà trop vieux, qu'ils ne savaient pas sur quoi investir. L'investissement, c'est pas un sprint, c'est pas une course de 100 mètres. L'investissement, c'est plutôt un marathon.
Donc, on doit penser toujours à long terme et donc, il ne faut pas penser que les gains qu'on a des court terme va nous transformer dans un génie. Et aussi, les pertes des court terme, c'est pas quelque chose qui va rester. Les marchés vont se récupérer. Normalement, si vous avez un portefeuille diversifié, vous allez voir, je vais vous montrer avec des articles, avec des études tout à l'heure, que si vous restez dans les marchés plus de 8 ans, 6 ans, 10 ans, vous allez très probablement jamais faire des pertes. OK? Sauf que j'ai déjà vu ça dans un commentaire dans un autre live que j'ai fait. Quelqu'un dit ouais, mais je suis dans la bourse ça fait 10 ans et moi je suis en perte. Bah, quelqu'un qui investit seulement sur un seul secteur, quelqu'un qui diversifie pas, quelqu'un qui respecte pas les stratégies et la discipline que j'ai dit au début de ces lives-là, évidemment, ils vont perdre. Imaginez quelqu'un qui va mettre les patrimoines sur 3 sociétés, des biotechnologies, qui la personne ne connaît même pas les business et comment ça marche. Évidemment, la probabilité de perdre, c'est géante. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vous montrer comment on peut être gagnant avec une stratégie simple et sans dépenser beaucoup de temps. OK? Et surtout que tout le monde peut les faire. Donc, l'excès de confiance consiste à sous-estimer les risques aussi. Il y a des gens qui, pendant la crise de l'année passée, ont mis beaucoup d'argent, etc., sans savoir trop comment les faire les choses. Et ce type de personnes pensent aussi donc que les risques ne sont pas élevés, mais il faut toujours avoir un portefeuille diversifié, contrôlé, ne pas avoir plus de 20 ou 25% sur une seule société. Les grands investisseurs de marché font ça, mais ils sont là, ça fait des décennies. Donc, si vous êtes un particulier, un investisseur qui vient de commencer, il ne faut pas avoir l'excès de confiance non plus. OK? Est-ce que vous pensez que pour ceux qui investissent déjà, vous avez déjà tombé sur la version risque, la version perte, l'excès d'optimisme, ou sur les biais du status quo, les biais d'attribution ou l'excès de confiance? Dites-moi, quels sont les biais que vous pensez que c'est plus facile de tomber et si vous êtes déjà tombé dans ces biais? À nouveau, la version risque, c'est des gens qui mettent plus d'argent qu'il est nécessaire dans la bourse, par exemple, ou risquent beaucoup et du coup ne dorment pas tranquille le soir. La version perte, c'est pour les gens qui restent coincés avec un actif qui fait des pertes dans les portefeuilles. L'excès d'optimisme, c'est les gens qui pensent qu'ils vont être gagnants tout pour 100% du temps et du coup, dès qu'ils regardent une société perdante dans les portefeuilles, ils vont paniquer. Les biais du status quo, c'est ceux qui restent coincés avec une société, peu importe ce qui se passe. Les biais d'auto-attribution, c'est ceux qui pensent qu'ils sont les génies de la bourse parce que les marchés haussiers, tout est monté et la personne pense que son portefeuille s'est fait par un génie, que c'est elle-même et ce n'est pas le cas. Ou les gens qui négligent les risques d'investir dans les marchés sans avoir aucune stratégie et sans avoir la discipline de faire les investissements.